Notre invité dans la politique, c'est Claire, et Marc Ferracci, ancien ministre de l'Industrie et de l'Énergie, député EPR des Français établis hors de France. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. On vient de voir ce projet annoncé par Sébastien Lecornu d'une allocation sociale unique. C'est un serpent de mer, ça fait des années et des années qu'on en parle. Est-ce que vraiment ça verra le jour ? Est-ce qu'il y a une majorité à l'Assemblée ? Je me souviens que dans le précédent quinquennat, il y avait déjà des éléments de préparation de ce projet, mais c'est important que ça se concrétise parce que derrière cette allocation sociale unique, il y a d'abord un enjeu de simplification. Vous savez qu'on a énormément d'aides sociales. On a le RSA, on a la prime d'activité, on a les aides au logement. Et cette complexité, elle a une conséquence, c'est le non-recours aux aides. C'est-à-dire le fait que les gens ne savent pas à qui s'adresser, ne demandent pas les aides. Et il y a donc un enjeu de justice sociale à essayer de simplifier tout ce système avec une allocation sociale unique. Et puis donner un petit peu de visibilité avec un objectif, c'est de faire en sorte que le montant global des aides... C'est ce que j'allais vous demander, ce sera plafonné ? Alors ça, je ne sais pas. On verra les détails du projet. C'est pas moi qui établis ce projet. En revanche, il y a un enjeu sur lequel moi je veux attirer l'attention, c'est qu'on a besoin évidemment que le montant total des aides sociales qu'on peut aujourd'hui cumuler soit toujours inférieur au revenu du travail. Il faut que l'inactivité, et bien évidemment, soit moins rémunérée que le travail. Il faut également que l'inactivité soit associée à des actes positifs pour ceux qui le peuvent, visant à retrouver un emploi. C'est ce que nous avons fait lorsque nous avons adopté une loi en 2023 visant à conditionner l'obtention du RSA à 15 heures d'activité en lien avec l'insertion. Donc il y a une certaine cohérence dans tout ça, simplifier, éviter le non-recours pour que les gens puissent vivre décemment et en même temps inciter à la reprise d'emploi. Le gouvernement durcit le ton avec les plateformes comme Shein. Il y a 6 signalements qui ont été effectués au procureur de la République. Est-ce que vous souhaitez la suspension de cette plateforme Shein qui avait donc mis des poupées pédopornographiques en vente sur son site ? Je souhaite que la justice fasse son travail avec toute la fermeté nécessaire parce que, vous l'avez dit, il y a des choses extrêmement choquantes qui se passent et il y a des produits qui sont également commercialisés sur ces plateformes qui ne devraient pas l'être. Donc moi, je ne vais pas me prononcer à la place de la justice. Je pense qu'il y a un principe de précaution à faire valoir et faire en sorte que cette plateforme réagisse en supprimant tous ces produits qui pénalisent évidemment nos enfants, qui sont extrêmement dommageables. Et bien ça, c'est le travail de la justice et je pense que la justice va faire diligence sur cette affaire. Mais est-ce que ces plateformes, elles tuent un peu notre industrie, vous qui êtes ancien ministre de l'Industrie, même si notre... voilà, tout ce qui est habillement et tout ça ne se fait plus véritablement en France. On est submergé par les petits colis. Il y avait 400 millions de petits colis qui sont rentrés en France en 2023, 800 millions en 2024. On a fait x2 en l'espace d'un an. Et ça va continuer. Ça va continuer parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas assez de protection commerciale. Et c'est tout l'enjeu des discussions que nous avons à la fois à l'Assemblée nationale de taxer les petits colis et au niveau européen, parce qu'évidemment, on ne peut faire ce genre de taxation de droits de douane qu'à l'échelle européenne. On a besoin de se doter d'une protection commerciale. Les États-Unis l'ont fait. Il faut que nous le fassions en européen. Parce qu'aujourd'hui, pour contourner les droits de douane, dans la mesure où en dessous de 150 €, vous ne payez pas sur les petits colis de droits de douane, bien évidemment, on a intérêt à fragmenter. Et ça multiplie évidemment les choses. Bruxelles vient de l'autoriser. Hein. Oui, et en France, on s'apprête à taxer à 2 € les petits colis et chaque produit à l'intérieur. Est-ce que c'est suffisant ? Est-ce que c'est assez dissuasif compte tenu du prix tellement faible des produits vendus sur ces plateformes ? Et d'ailleurs, une de mes collègues, Olivia Grégoire, ancienne ministre de la Consommation et des PME, est porteuse d'une proposition de loi qui est plus ambitieuse, qui évoque une taxation à 25 €. Moi, je ne me prononce pas sur le montant, mais ce qui est certain, c'est qu'il faut agir vite. L'Europe a fait des annonces politiques. Maintenant, il faut les concrétiser de manière extrêmement tangible sur le terrain avec des actes législatifs qui fassent que cette taxation et ces droits de douane soient effectifs. Mais j'insiste, puisque vous m'avez posé la question de l'industrie, il y a un enjeu pour nos territoires à réguler cet afflux, cette submersion de petits colis qui viennent de plateformes comme Shein, comme Temu. Je ne veux pas leur faire de la publicité, mais malheureusement, elles en ont suffisamment comme ça. Mais il y a un enjeu pour nos territoires, puisque c'est des petits commerces qui disparaissent dans nos villes, dans nos villages, dans les centres-villes. C'est aussi des industries qui souffrent. Et je serai ce week-end à l'Élysée pour une exposition sur le fabriqué en France, avec dans l'industrie et dans l'artisanat beaucoup de produits qui sont
fabriqués sur nos territoires et sur lesquels nous voulons attirer l'attention parce qu'on doit créer un réflexe chez les consommateurs de fabriquer en France. Ça peut coûter plus cher, mais il faut au moins que les consommateurs soient bien informés sur ce qui vient d'ailleurs et ce qui est effectivement fabriqué en France. Mais vous l'avez dit, ça peut coûter plus cher. C'est un problème de pouvoir d'achat, en fait. C'est vrai, mais encore une fois, il y a un enjeu d'information du consommateur. Aujourd'hui, vous avez des produits qui mettent une cocarde tricolore, qui mettent un hexagone sur leurs paquets, leurs emballages, alors qu'ils sont fabriqués bien ailleurs qu'en France et bien ailleurs qu'en Europe. C'est ce qu'on appelle les allégations de l'origine en France. J'ai reçu, en tant que ministre de l'Industrie, il y a quelques mois, le rapport d'un ancien ministre qui s'appelle Yves Gégaud. Monsieur Gégaud a remis un rapport sur les origines et les allégations d'origine française pour réguler ce genre de pratiques et faire en sorte que les consommateurs puissent acheter en connaissance de cause. Et je pense qu'on gagnerait à mettre en œuvre très rapidement les recommandations de ce rapport. Est-ce que vous devriez davantage baisser les charges, justement, pour rendre ces produits plus accessibles au grand public? Ça, c'est un autre aspect, évidemment, qui est devant nous. Je me suis battu depuis des années, dans mes différentes fonctions, pour faire en sorte que le coût du travail baisse. Le coût du travail, vous le savez, il est beaucoup plus élevé en France que dans les autres pays européens pour une raison assez simple, c'est qu'on finance notre protection sociale principalement en ponctionnant le travail. Moi, je pense qu'on doit réfléchir à un autre système de financement, basculer les cotisations sociales sur d'autres assiettes. Alors, il y en a qui parlent de la TVA, on sait que c'est sensible politiquement la TVA, mais il y a aussi des économistes la consommation et tout le monde. Oui, c'est vrai. Il y a aussi des économistes qui disent qu'on devrait augmenter l'impôt foncier, par exemple. Moi, je n'ai pas de religion sur... La TVA sociale la TVA, c'est la TVA sociale, c'est financer le modèle social, mais ça existe déjà, il faut bien le savoir. Il y a des ressources de TVA qui, certes, est financé la sécurité sociale aujourd'hui. Il y a à peu près un tiers des ressources de la sécurité sociale qui sont fiscalisées ainsi. Donc, aujourd'hui, on a besoin d'une réflexion globale pour faire en sorte que la compétitivité de nos entreprises s'améliore, et ça passe évidemment par une baisse du coût du travail et une réflexion sur le financement de notre modèle social. L'indice est aussi Choose France, avec les investisseurs étrangers en France. On est un peu champion dans cette catégorie-là, puisque la France attire beaucoup d'investisseurs étrangers. Est-ce que c'est toujours le cas et est-ce que ce sera toujours le cas demain? On a l'impression que ça commence à baisser. Alors là, c'est un Choose France un peu particulier parce qu'il va concerner des entreprises françaises qui investissent en France. Vous savez qu'il y a un Choose France qui effectivement est centré sur l'attractivité vis-à-vis de l'étranger. Et la France est depuis la 6e année consécutive le pays européen le plus attractif pour les investissements étrangers. Mais il y a aussi beaucoup d'entreprises françaises qui croient en la France et qui, plutôt que de délocaliser, d'aller implanter leurs usines, font le choix de s'installer en France. Et je pense que lundi, il y aura beaucoup d'annonces qui vont remettre la focale sur des choses positives. Moi, je crois en l'industrie française. Nous avons des atouts formidables. Nous avons des entrepreneurs créatifs. Nous avons des salariés talentueux. Nous avons aussi des problèmes à régler. On parlait du coût du travail. Il y a aussi la question des coûts de l'énergie. Nous avons fait en sorte que les industriels accèdent à l'électricité, meilleur marché. Et je pense que c'est ce qui va se produire dans les prochains mois. Mais aujourd'hui, on a besoin de redire que la France est un territoire attractif. Pour autant, est-ce qu'on a échoué finalement à réindustrialiser le pays? Je ne crois pas qu'on a échoué. Depuis 2017, on a recréé en termes nets 150 000 emplois industriels en France. Termes nets, c'est-à-dire les créations moins les destructions d'emplois. Il y a toujours des créations et des destructions. La question, c'est la différence. La différence, elle est positive. Nous avons rouvert des usines, là aussi en termes nets. Donc, cette réindustrialisation, elle a redémarré. Nous avons inversé la courbe de la désindustrialisation. Mais évidemment, il faut continuer parce que tout ça est fragile dans un environnement instable politiquement. On voit bien que les industriels sont inquiets. On voit bien que ce qui se passe à l'Assemblée nationale, les investissements sont à l'arrêt. Évidemment, ça peut avoir des conséquences sur l'emploi. Je crains que ça ait des conséquences sur l'emploi, mais encore une fois, si on arrive à trouver un peu de stabilité politique, et c'est la raison pour laquelle nous nous battons à l'Assemblée nationale pour atterrir sur un budget qui soit un budget de compromis, mais un budget qui ne pénalise pas les entreprises, qui ne pénalise pas l'activité et la création d'emplois. Et aujourd'hui, je pense que la copie qui est sur la table pour le projet de l'État, pour le budget de l'État comme pour le budget de la sécurité sociale est une copie assez déséquilibrée parce que beaucoup de concessions ont été faites, notamment à la gauche, pour obtenir ce compromis politique. Je pense que d'ici la fin du processus parlementaire, on a besoin de rééquilibrer la copie pour avoir un budget qui préserve cette politique pro-entreprise que nous avons menée depuis 2017, qui a amené à ce que dans l'industrie, il y ait 150 000 emplois créés, qu'au global, dans l'économie, il y ait plus de 2 millions d'emplois créés. Tout n'a pas été parfait. Je sais que tout n'a pas été parfait. Il faut encore simplifier la vie de nos entreprises, simplifier la vie de nos industriels. Il faut investir, mais pour investir, il faut créer des richesses. Et pour ça,
évidemment, on ne peut pas pénaliser ceux mêmes qui créent les richesses, c'est-à-dire les entreprises. Ça veut dire qu'il faut revenir, parce que les chefs d'entreprise, les organisations patronales dénoncent une hausse de 53 milliards de prélèvements dans le budget qui existe actuellement, donc qui n'est pas effectivement définitivement adopté. Mais quand même, est-ce qu'il faut revenir sur la taxe sur les multinationales qui va rapporter 26 milliards, sur la taxe sur les rachats d'actions, sur la taxe sur au patrimoine, les taxes sur les grandes entreprises? Toutes ces taxes, alors certaines de ces taxes, vous avez parlé de la taxe sur les multinationales, en droit ne sont pas applicables parce qu'elles contribueraient à ce que l'on appelle une double imposition, à être imposée à la fois en France et dans un autre pays. Et ça, c'est contraire à un certain nombre de conventions fiscales que nous avons signées. Donc les 26 milliards, la réalité, c'est qu'il est très peu probable que ces recettes rentrent dans les caisses de l'État. Mais néanmoins, ça crée évidemment un signal qui est négatif et ça crée de l'incertitude, de l'anxiété chez les entrepreneurs et chez les entreprises qui peuvent avoir envie de venir s'installer en France. Et donc, je pense qu'il faut clarifier tout ça. Les textes partent au Sénat. D'ici quelques jours pour le PLF et le PLFSS. Aujourd'hui pour le PLFSS. Voilà, aujourd'hui pour le PLFSS et dans quelques jours pour le projet de loi de finances, c'est-à-dire le budget de l'État. Je pense que cette navette législative, elle est importante. Le Sénat va certainement corriger un certain nombre de choses qui ont été votées et qui vont dans le mauvais sens, je le dis très clairement, parce que tout ce qui va dans le sens de plus d'impôts, et en particulier plus d'impôts pour les entreprises, ça va dans le mauvais sens. Néanmoins, à la fin, c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot, et donc il y aura probablement soit une commission mixte paritaire entre les sénateurs et les députés qui aboutira à un consensus, et si ça n'est pas le cas, il y aura une deuxième lecture à l'Assemblée nationale. Avec l'Assemblée nationale qui aura le dernier mot. Avec l'Assemblée nationale qui aura le dernier mot. Et là, je le dis, c'est ça le rendez-vous important. C'est ça le rendez-vous important. Il faut que, en vue de cette deuxième lecture, eh bien, on retrouve un petit peu de raison. Il faut en particulier que le Parti socialiste, qui est l'interlocuteur du gouvernement, soit raisonnable. Nous sommes prêts à faire un compromis. Nous avons fait des pas vers le Parti socialiste, en particulier la suspension de la réforme des retraites. Pour laquelle vous avez voté contre. J'ai voté contre pour une raison assez simple. Je peux admettre cette suspension pour trouver un compromis politique et de la stabilité si elle est pour solde de tout compte. C'est-à-dire si elle ne s'accompagne pas d'un grand nombre de mesures d'augmentation de la fiscalité et d'un grand nombre de mesures qui visent à revenir à annuler des économies. Or, c'est ce qui s'est passé ces derniers jours, ces dernières semaines. Avec et moi, je souhaite que d'ici la fin du processus, exactement, il y avait un gel des prestations sociales. Mais ce sera compensé par une hausse de la CSG. Mais vous voyez bien, ça ne sera pas tout à fait compensé, justement. Ce qu'on voit, c'est que le trou du budget de la Sécu, qui était prévu à 17 milliards dans la copie initiale du gouvernement, il est aujourd'hui à 24 ou 25 milliards. Donc on voit qu'il y a un dérapage considérable. Ce dérapage, donc vous appelez le PS à revenir à la raison ? Exactement. Je pense qu'on a besoin de trouver des compromis. Les compromis, ça se fait à deux. Nous avons fait un pas vers le Parti socialiste. Maintenant, il faut qu'on retrouve des équilibres qui soient plus favorables à la création d'emplois, à la création d'activités, plus favorables aux entreprises et qui permettent de réduire les déficits publics parce qu'à la fin, c'est nos enfants, c'est les générations futures qui vont payer. En un mot, vous avez fermé les débats à l'Assemblée samedi et dimanche. Vous étiez fatigué ? Moi, vous savez, je suis revenu à l'Assemblée il y a quelques jours après avoir été ministre, donc je ne suis pas particulièrement fatigué. C'est vrai que pour les collaborateurs, pour les administrateurs de l'Assemblée, c'est important. Maintenant, nous, les députés, on est quand même élus par les Français pour siéger et on est payés pour ça. Donc moi, ça ne me dérangera jamais de siéger. Merci Marc Ferracci d'avoir été avec nous. Tout de suite, les informations sur France Info.